Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est l'épisode 2 de La Voix des Champions qu'on tourne en live sur notre Twitch Findal Café. Évidemment, vous pouvez nous y retrouver très régulièrement. N'hésitez pas à suivre notre planning pour savoir quand on est en live. Évidemment, on vous met les VOD à chaque fois. Et ce soir, c'est donc l'épisode 2 de La Voix des Champions, l'émission pour progresser en compète à Flesh and Blood. Cet épisode se porte sur la pile, la priorité et les étapes du tour. Je vous propose qu'on s'y mette directement. Hop là. C'est parti avec la magnifique illustration de Daria Klebinovka, Klebnikova, qui est... comment elle s'appelle cette illu déjà? C'est quelle carte? C'est Bequest de Vast Beyond, bien évidemment. L'aspect viscérail, Insane Spé Viscérail. On est parti. Déjà, on va parler de concepts vraiment clés dans Flesh and Blood pour moi, qui sont la pile et les passages de priorité. Ce sont vraiment des points de règle, des concepts de règles qui vont être primordiaux si vous voulez vraiment bien comprendre comment vont s'articuler les interactions entre les deux joueurs à Flesh and Blood et comment votre tour va pouvoir se dérouler. Tout d'abord, on va parler de la pile, parce que pour moi c'est vraiment la base de la base. Qu'est-ce que la pile ? Eh bien, tout simplement, la pile, c'est un système qui permet de jouer, enfin, qui permet aux deux joueurs de jouer en réaction l'un à l'autre. Contrairement, par exemple, à l'Orcana, où quand vous êtes pendant votre tour, votre adversaire ne peut rien faire et doit vous regarder jouer jusqu'à ce que vous lui passiez le tour, et après, quand c'est à lui de jouer, vous le regardez jouer. À Flesh and Blood, c'est pas du tout comme ça. C'est plus comme à Magic, par exemple, on va avoir beaucoup de réactions, on va avoir des instantanés, on va avoir plein d'effets qu'on va pouvoir vouloir jouer pendant le tour adverse. L'exemple typique, ce sont les défenses-réactions. C'est des cartes que vous allez jouer, qui vont se mettre en bloc certainement, mais que vous allez jouer pendant le tour adverse. Et donc tout ça, ça passe par un système de piles, de réactions, de priorités, qu'on va détailler donc dans l'épisode de ce soir. Toutes les cartes que vous jouez et tous les effets déclenchés ou activés doivent passer par la pile pour être résolus. La pile, évidemment, c'est une zone théorique, en fait, c'est un espace... c'est pas sur le playmat, hein, c'est pas sur votre playmat, il n'y a pas d'emplacement pour la pile. Mais en gros, c'est un espace théorique dans lequel en fait vous mettez tous les effets que vous allez vouloir activer, utiliser, jouer sous forme de layers, donc des couches d'une pile. En fait, on va empiler des couches et ça va nous faire un joli gâteau de crêpes. Et après, on va manger les crêpes une par une en partant du haut. Voilà, comme dit, voilà, on empile les effets. Donc, comment on va empiler nos effets ? On les empile par ordre de jeu, et ensuite on résoudra toujours, quand on veut résoudre les effets, on les résoudra depuis le dernier mis dans la pile, donc le plus haut, et on descend dans la pile au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand vous jouez une carte et que vous la mettez dans la pile, elle est tout en bas, et après, si quelqu'un joue une réaction en réponse, en fait on va mettre la réaction par-dessus, sur la pile, et ainsi de suite, des réactions, ça va s'empiler, jusqu'à ce qu'on ait... pourquoi pas 5 effets, et puis après, quand on n'a plus rien à jouer, on résout l'effet qui a été mis en tout dernier dans la pile, donc le plus haut, on le résout, ensuite le quatrième, le troisième, le deuxième, le premier, et quand c'est vide, on verra ce qui se passe après. Par exemple, vous jouez Aurora, bon, c'est du LL maintenant, hein, évidemment la diapo a été... la présentation a été préparée auparavant, mais ça marche sur n'importe quel match-up, évidemment, j'avais mis Aurora à ce moment-là parce que c'était le perso le plus joué, mais en fait, on va voir, ça pourrait être joué dans n'importe quel deck. Vous jouez Verdance contre Aurora. Que se passe-t-il ? Verdance veut jouer Sigil of Solace. Sigil of Solace qui est donc un instant qui fait gagner 3 points de vie. Et c'est pendant le tour de n'importe qui, on s'en fiche. On va dire c'est le tour de Verdance. Verdance dit, ok, j'ai la priorité, c'est mon tour, je suis en phase d'action, je joue Sigil of Solace. Aurora dit, ah, tu joues Sigil of Solace, il va dans la pile, puisque pour le résoudre, on est obligé de passer par la pile, donc on met Sigil of Solace sur la pile. En attendant qu'il soit résolu. Aurora dit, ah, tu joues Sigil of Solace, attends, j'ai une réponse, je vais jouer mon Poison the Well depuis mon arsenal, qui est donc aussi un instant, elle peut donc le jouer hors de sa phase d'action, elle peut le jouer à n'importe quel moment où il y a un passage de priorité. Aurora répond donc avec son Poison the Well, qui aura pour effet, quand il sera résolu, de dire que la prochaine fois qu'un héros devrait gagner des points de vie ce tour-ci, à la place de les gagner, il en perd le montant qu'il était censé gagner. Donc par exemple, ici avec Sigil of Solace, Verdance, au lieu de gagner 3 points de vie, devrait en perdre 3, ce qui est très très difficile pour Verdance, puisqu'elle perdrait
6 points de value. Si vous avez vu la vidéo sur la value de l'épisode 1, vous comprendrez pourquoi. Verdance voit ça et elle dit « Ok, on résout Poison the Well. Je n'ai pas d'effet en réponse. » Donc, Poison the Well quitte la pile, se résout, et donc l'effet statique qui est perte de points de vie à la place de gain de points de vie la prochaine fois qu'on doit gagner des points de vie, s'applique. Verdance, ceci dit, n'a pas envie de perdre 3 points de vie, parce que ce serait beaucoup trop perdre de PV, et elle a un autre effet en instant qu'elle va mettre sur la pile par-dessus son Sigil of Solace, afin de le résoudre avant ce dernier. Elle choisit donc d'activer l'instantané, enfin l'effet instantané de Fruits of the Forest. Elle le défausse, afin de gagner 2 points de vie. Aurora lui dit « Ok, c'est bon, je n'ai pas de réponse, on résout Fruits of the Forest. » Enfin, en tout cas, l'effet instantané de Fruits of the Forest, qui vient du coup sous la forme de couche, un layer en anglais. On va beaucoup parler en anglais, puisque les règles de Flesh and Blood sont en anglais. Malheureusement, pour le moment, il n'y a pas encore de gros trad officiel des règles complètes. Donc, j'ai pas les termes exacts en français, donc je ferai une traduction à l'envie. Mais voilà. Donc, cette couche Fruits of the Forest, Aurora dit « Ok, pas de réponse, on résout. » Verdance dit voilà, je mets Fruits of the Forest dans la pile, je n'ai pas de réponse supplémentaire à y apporter. Aurora, as-tu une réponse? Aurora lui dit non. On résout. Et donc Verdance perd 2 points de vie, puisque on a vu que Poison the Well était actif. Fruits of the Forest quitte donc la pile après avoir été résolu. Et il reste Sigil of Solace, qui lui ne sera pas affecté par Poison the Well, puisque Poison the Well ne marche que sur la prochaine instance de gain de points de vie. Et donc Verdance pourra effectivement gagner 3 points de vie. Si Verdance avait laissé résoudre son Sigil of Solace, elle aurait perdu 3 points de vie, et on aurait seulement gagné 2 ensuite avec son Fruits of the Forest. En faisant donc la manip de cette façon, elle s'économise, elle gagne 2 points de value supplémentaires par rapport à ce qui aurait dû être la chose normale si on avait laissé résoudre le Sigil of Solace après le Poison the Well. Puisque au lieu de faire plus 2, elle fait moins 2, ça fait donc un delta de 4, alors que si elle avait gagné 3 points de vie, enfin perdu 3 points de vie, au lieu de gagner 3 points de vie, ça aurait été un delta de 6. Elle a donc sauvé 2 points de value dans l'histoire. Donc c'est pas mal finalement. C'est un moindre mal, on va dire, puisque de toute façon le Poison the Well allait lui faire perdre des points de vie, mais autant en perdre 2 plutôt que d'en perdre 3. Voilà. Et d'en gagner 3 au lieu d'en gagner 2. Voilà, la pile ça fonctionne comme ça, c'est tout simple. Quand quelqu'un a une réaction ou un effet à rajouter, on le met par-dessus, et ensuite on les résout dans l'ordre qu'on veut, et on a le droit, enfin dans l'ordre du dernier au premier, mais on a le droit de réintercaler des effets entre chaque résolution d'effet de la pile. Donc voilà, on a vraiment quelque chose de très dynamique et qui permet justement d'avoir une énorme subtilité sur le jeu dans les interactions qu'on peut avoir avec notre adversaire. Et on voit ça avec Kano. Kano, typiquement, c'est un perso qui va énormément utiliser la pile parce qu'en fait, il joue énormément de choses en instantané, en instant. Et forcément, en fait, il va vraiment intercaler plein de choses sur la pile pour que tous ses effets, puisqu'il a des effets qui check s'il a plus de cartes en main ou s'il a qu'une seule carte en main, donc Kindle, Ragamuffin, etc. Et donc lui, il a vraiment besoin de beaucoup jouer avec la pile. Et donc si vous jouez Kano, vous êtes obligé d'être un minimum connaisseur sur le sujet pour pouvoir jouer votre perso correctement. Après la pile, on a la priorité. Alors là, j'ai sorti le vilain diagramme qui tâche. Je vais vous le traduire parce qu'il n'est pas facile à comprendre là comme ça, sans la traduction, évidemment, enfin sans les explications. Comment marche un passage de priorité? En gros, à tout moment où vous avez un passage de priorité, il se passe ça. Vous commencez ici, le joueur actif a la priorité. Donc ça veut dire qu'il a le droit de mettre des effets dans la pile. Si vous n'avez pas la priorité, vous ne pouvez rien faire, tout simplement. Si vous n'avez pas la priorité, ça veut dire que vous n'avez pas le droit de mettre d'instant, pas le droit d'activer d'effets, pas le droit de jouer de cartes. C'est pas votre tour de jouer, tout simplement, même si c'est à votre tour de jeu. Bref, quand on a un passage de priorité, on commence toujours par le joueur actif. Ce joueur actif a plusieurs options. Soit il veut jouer une carte ou mettre un effet dans la pile. Dans ce cas-là, il le met dans la pile, il paye les coûts, etc. Il paye tous les coûts qu'il a besoin de payer pour mettre dans la pile. Et il récupère la priorité. C'est-à-dire que tant que le joueur actif joue des effets, il peut garder la priorité pour empiler autant d'effets qu'il le souhaite, du coup dans l'ordre de son choix. Et il fait ça tant qu'il veut. Ceci dit, au bout d'un moment, s'il n'a plus rien à jouer, il est forcé
de passer la priorité. Il doit donc dire « je ne veux plus jouer quoi que ce soit d'autre » et va donc passer la priorité au joueur défenseur, donc le joueur dont ce n'est pas le tour. Le joueur défenseur a alors, à son tour, la possibilité de jouer des cartes autant qu'il veut, pareil, de la même façon d'empiler autant d'effets qu'il veut, car c'est lui maintenant qui a la priorité. Et donc tant qu'il joue des effets, c'est lui qui garde la priorité. Ceci dit, une fois de plus, si on veut résoudre des effets qui sont dans la pile, on est obligé de passer la priorité à son adversaire. Donc là, le joueur défenseur, donc on se met dans une situation, le joueur actif a joué un effet. Donc par exemple, le Sigil of Solace de tout à l'heure, pour la Verdance. Verdance dit, bah, j'ai envie de résoudre mon Sigil of Solace pour gagner mes 3 points de vie. Je passe donc la priorité à mon adversaire. Aurora lui dit, ok, donc là on va faire une situation où Aurora n'a pas d'instant. Donc Aurora lui dit, ok, j'ai pas d'effet. Quand les deux joueurs passent successivement la priorité, on résout l'effet le plus haut de la pile. Donc là, les deux joueurs ont passé d'affilée, on se retrouve donc ici. Est-ce qu'il y a un layer à résoudre, donc une couche de pile à résoudre? C'est le cas, puisqu'on a Sigil of Solace dans la pile. Si on résout Sigil of Solace, hop, on applique l'effet, donc la Verdance gagne 3 points de vie. Et la priorité, une fois qu'on a résolu une seule couche, la priorité revient au joueur actif, donc Verdance, dans notre exemple. Et à partir de là, Verdance peut rejouer autre chose. Donc là, par exemple, elle peut dire, bon, bah, je vais défausser mon Fruits of the Forest pour gagner 2 points de vie. Aurora, je te passe la priorité, veux-tu jouer un effet? Non, les deux joueurs ont passé successivement. Est-ce qu'il y a une couche de pile à résoudre? Oui, c'est Fruits of the Forest, c'est la seule. Hop, on la résout. La priorité revient à Verdance. Verdance dit, je n'ai plus d'effet, je passe donc la priorité à Aurora. Aurora lui dit, ok, je n'ai pas d'effet non plus. Les deux joueurs ont passé successivement. Il n'y a pas de layer sur la pile. Nous passons donc à l'étape ou à la phase suivante. Et on va voir comment est structuré un tour de Flesh and Blood juste après. Donc voilà, en gros, pour résumer, tant que vous jouez des effets et que c'est vous qui avez la priorité, vous récupérez la priorité. Si vous voulez résoudre un de vos effets, vous êtes obligé de passer la priorité à votre adversaire. Si votre adversaire passe aussi la priorité, on résout la couche la plus haute de la pile, le joueur actif récupère la priorité, et ainsi de suite jusqu'à ce que la pile soit vide. Quand la pile est vide et que les deux joueurs passent, on passe à l'étape suivante du tour. Admettons qu'on reprenne l'exemple de tout à l'heure où donc Aurora avait un Poison the Well à jouer. Comment on va faire dans le détail? C'est le tour de Verdance. Verdance a la priorité, elle joue Sigil of Solace, elle le met sur la pile. Elle dit, ok, voilà, je mets mon Sigil, j'ai envie de gagner mes 3 points de vie, j'ai pas d'autre effet. Aurora, veux-tu répondre? Aurora lui dit oui, j'ai une réponse. Je veux jouer Poison the Well. Aurora met donc Poison the Well sur la pile et récupère la priorité, puisque pour le moment c'est elle qui a la priorité. Aurora déclare, je n'ai pas d'autre effet, je te passe la priorité. Verdance lui dit, très bien, moi non plus j'ai pas d'autre effet, résolvons le premier layer, le layer le plus haut de la pile, qui est Poison the Well. On arrive donc là, on résout, Poison the Well s'applique, Verdance récupère la priorité puisque c'est son tour. Verdance dit alors, ah, maintenant que Poison the Well est résolu, je vais remettre un effet sur la pile qui est donc l'instantané de Fruits of the Forest qui va tenter de me faire gagner 2 points de vie et donc absorber le Poison the Well. Alors attendez. Je m'estouffe un peu. Verdance met donc son effet Fruits of the Forest sur la pile et passe la priorité à Aurora qui n'a plus d'effet à jouer. Aurora dit ok, je passe aussi, on résout le top layer. Le layer le plus haut étant Fruits of the Forest, on applique l'effet qui est sujet à l'effet de remplacement de Poison the Well. Verdance perd donc 2 points de vie et récupère la priorité. Verdance dit j'ai pas plus d'effet, Aurora dit je n'ai pas d'effet non plus. On résout le layer le plus haut de la pile s'il y en a un, il s'agit de Sigil of Solace. Verdance regagne 3 points de vie et regagne la priorité. Et là, les deux joueurs passent parce qu'ils n'ont plus d'effet. Et on passe à l'étape ou à la phase suivante. Voilà. J'espère que cette petite explication détaillée sera à peu près intelligible pour vous. Vous me direz dans les commentaires si jamais vous avez des questions, on y répondra avec plaisir. Et vous pouvez toujours m'envoyer des questions sur Discord, évidemment. Maintenant qu'on a vu les deux systèmes de base que sont la pile et la priorité, on va voir comment ça s'articule un tour complet de Flesh and Blood et toutes les étapes et toutes les phases par lesquelles on va passer lors d'un tour de jeu de Flesh and Blood.
On commence le tour de jeu évidemment par la start phase, c'est le début de votre tour. C'est l'étape où vous allez avoir vos jetons might, vigor, agility qui vont se déclencher, votre tunique qui va vous proposer de mettre un compteur dessus et qu'il ne faut pas oublier, ou par exemple si vous jouez Vinset, c'est là où votre effet Vinset va se déclencher. Ce sont tous les effets qui en fait sont wordés de la façon suivante: at the start of your turn, donc au début de votre tour. C'est là, c'est dans cette phase-là que le Genesis, ouais, voilà, Genesis par exemple, l'aura de Prism, voilà, c'est dans cette étape-là que tous ces effets-là vont se résoudre. Qu'est-ce qui nous caractérise cette start phase? Eh bien, plusieurs choses. D'abord, il n'y a pas de priorité dans cette phase-là. C'est-à-dire que les joueurs ne peuvent pas activer d'effets ou jouer de cartes durant cette phase. Il n'y a que les effets déclenchés qui vont se mettre dans la pile. On les résout donc dans l'ordre choisi par le joueur actif, car quand on a des effets déclenchés de façon simultanée, qui se mettent tous en même temps dans la pile, il faut bien les ordonner, et c'est toujours le joueur actif qui ordonne les effets déclenchés simultanés, tout simplement. Donc là, début de votre tour, vous jouez Vinset, vous avez Tunique, bah vous avez le choix de résoudre Tunique ou Vinset en premier, ça change rien, mais c'est vous qui avez le choix, et vous les mettez dans l'ordre de votre choix et vous les résolvez. Vous n'avez pas le droit de faire des effets, ni vous ni votre adversaire n'avez le droit de faire des effets en réponse à cela. Juste, on applique tous les triggers, donc tous les effets déclenchés, dans l'ordre choisi par le joueur actif, et on passe à la suite, tout simplement. Donc ça, c'est une phase assez simple, il n'y a pas grand-chose à y faire, juste on fait tous les triggers et c'est torché. Là, on attaque le gros du boulot, on ressort le méga gros diagramme de l'enfer, on passe à l'action phase, qui est là où en fait les joueurs vont jouer, tout simplement. C'est là où on joue pour de vrai à Flesh and Blood, c'est l'action phase, c'est le gros de votre tour. D'ailleurs, vous pouvez voir sur le petit diagramme ici, la start phase, elle est toute petite, l'action phase, elle est énorme, et après vous avez la end phase où il se passe quelques trucs, mais on y vient tout à l'heure. L'action phase, qu'est-ce qui se passe? C'est un enchaînement d'étapes, donc des steps en anglais, avec à chacune d'entre elles un passage de priorité. C'est là où le concept de priorité va s'appliquer, à l'exception faite de la close step, qui est la dernière étape d'un maillon de chaîne, optionnellement. On va la voir juste après, on va les décrire une par une. Qu'est-ce qui se passe dans l'action phase? Il se passe plusieurs choses. En gros, le joueur actif gagne un point d'action, et il a le droit de jouer des actions, ou d'activer des instantanés, ou d'activer des effets d'action de ses équipements ou de son arme. Il y a donc une priorité de base dans l'action phase. Ceci dit, il y a deux options. Soit le joueur actif joue une attaque, auquel cas on va ouvrir le combat state, donc l'état de combat, et donc on va passer dans cette partie-là du diagramme. Soit le joueur actif va mettre un effet sur la pile qui est pas une attaque, et donc dans ce cas-là, on n'ouvre pas la chaîne de combat. En fait, le gros truc très compliqué, c'est la chaîne de combat finalement. Sinon, c'est passage de priorité normal, et si le joueur juste passe son tour, il est obligé de passer la priorité à son adversaire pour pouvoir aller en end phase, et si personne ne fait rien, on passe à la end phase, et voilà. Mais bon, on n'est pas là pour faire la partie simple. Qu'est-ce qui se passe si le joueur actif joue une attaque? Un wounding blow par exemple, hein, voilà, la base de la base, le 4 pour 0, voilà. Le joueur actif joue un 4 pour 0. On commence par la layer step, donc la phase de couche en français, c'est pas terrible. Donc la layer step, c'est quoi? C'est le moment où votre attaque est sur la pile, c'est-à-dire que elle n'est pas encore attaquante, c'est-à-dire que l'effet de jeu de votre attaque n'est pas encore résolu, donc votre adversaire peut activer des instantanés avant que votre attaque n'en soit une. Par exemple, l'exemple typique qu'on a eu avec Aurora qui est revenu dans la méta pendant un moment là et qui vient de Living Legend, c'est Exude Confidence. Aurora, quand elle joue Exude Confidence, vous avez une fenêtre de priorité qui est la Layer Step où l'effet d'Exude Confidence n'est pas encore actif puisque Exude Confidence n'est pas encore résolu. Donc c'est là où, si besoin, en urgence, vous pouvez balancer tous vos instantanés parce que après vous ne pourrez plus les jouer parce que Exude Confidence va vous empêcher de jouer ces effets-là. Voilà, ça c'est la Layer Step. Une fois que les deux joueurs ont passé la priorité et que tout le monde est OK pour que l'attaque soit bel et bien résolue et attaquante, on passe à l'attaque step, tout simplement. Le début de l'attaque step, c'est marqué ici, l'attaque devient
attaquante, il y a donc création du maillon de chaîne. Les attaques vont dans la chaîne de combat et sont considérées comme attaquantes. À partir de là, il peut y avoir des effets déclenchés à l'attaque qui vont se mettre automatiquement dans la pile avant que les joueurs aient la priorité. Par exemple, on a Ravenous Rabble. Ravenous Rabble va, quand vous attaquez avec, vous allez avoir un effet déclenché qui est révéler la carte du dessus de votre deck pour savoir quelle sera sa force. Par exemple, les Runechant, eux, vont se déclencher pendant la Layer Step, puisque les Runechant s'activent lorsque vous jouez l'attaque, pas lorsqu'elle est attaquante. Donc la Layer Step, c'est là où l'attaque est jouée. Une fois qu'elle est résolue, l'attaque est attaquante dans l'attaque step. Et donc là, par exemple, c'est Ravenous Rabble qui va se déclencher. Failing of the Crown, pareil, c'est un trigger d'attaque. En fait, tous les effets déclenchés qui disent when, nom de la carte, attacks, ou when this attacks. Donc là, c'est le moment où il y a ces effets-là qui vont se déclencher, donc on est en attaque step. Évidemment, comme dans toutes les étapes du tour, il y a passage de priorité pour passer à la suivante. Si personne ne fait rien, on enchaîne avec la défense step. La défense step commence toujours par les blocs du joueur défenseur qui doit tous les valider d'un seul coup. Il ne peut pas faire je bloque, je fais un effet, je bloque, je fais un effet, Non. C'est avant qu'il y ait quoi que ce soit, quelque effet que ce soit qui soit résolu ou mis en pile ou quelques priorités qui soient passées, le joueur défenseur doit déclarer tous ses blocs pour ce maillon de chaîne d'un seul coup. Une fois qu'il a validé ça, les cartes qu'il a mises sur le maillon de chaîne sont considérées comme défendants. À partir de là, les effets de défense vont se déclencher. Donc par exemple, si vous bloquez avec Stalagmite, le bouclier Ice, ou la fameuse Crown of Providence, c'est là où ces effets-là vont partir sur la pile. Les joueurs vont pouvoir y répondre avec des instantanés avant cela, si besoin. Et une fois que la priorité est passée, vous résolvez vos triggers de défense. Et après, il y a un passage de priorité. On revient sur Exude Confidence, puisque c'est une carte qui a beaucoup de subtilité au niveau des timings. Quand, mettons que vous jouiez Aurora en Living Legend, puisque maintenant vous ne pouvez plus la jouer en CC, ou en Blitz, vous jouez Exude Confidence. Vous avez une Lightning Press dans la main qui est un instant. Donc vous pouvez le jouer n'importe quand vous avez la priorité, vous n'avez pas besoin d'être en Reaction Step. Vous mettez Exude Confidence et votre adversaire bloque avec une carte qui a 6 de force. Donc par exemple, Command and Conquer, afin de désactiver l'effet d'Exude Confidence et pouvoir jouer ses défenses-réactions, parce que votre adversaire a envie de jouer des défenses-réactions. Et bien vous, en défense step, une fois qu'il a déclaré ses blocs et qu'il a validé, vous commencez par avoir la priorité, et là vous pouvez jouer votre Lightning Press. Comme c'est un instantané, la Lightning Press va s'appliquer sur Exude Confidence et monter sa force à 7. Or, une fois qu'elle aura 7, elle aura plus de force que Command and Conquer, et là, votre adversaire ne pourra pas jouer ses défenses-réactions, puisqu'on n'est pas encore en Reaction Step. Et quand on passera en Reaction Step, là où il pourrait jouer ses défenses-réactions, eh bien, Exude Confidence aura plus de force que l'attaque qui la bloque. Et à partir de là, les défenses-réactions sont interdites. Donc c'est un petit moyen de niquer votre adversaire, en fait, tout simplement. Hein. C'est un combo qui est extrêmement dévastateur quand vous avez Exude Confidence Go Again et que vous mettez Lightning Press dessus. Généralement, votre adversaire tire la tronche. Une fois que la défense step est passée et que la priorité est passée, il y a la fameuse Reaction Step. À partir du moment où nous sommes en Reaction Step, on a le droit de jouer des cartes de réaction. En fait, les cartes de réaction, il faut les considérer comme des instants, parce qu'en fait, elles se jouent de la même façon que les instants, mais on a le droit de les jouer que en Reaction Step. Donc c'est très très cloisonné, mais ça se comporte comme des instantanés pour ce qui est de la pile et des priorités. On va passer un peu de temps sur cette step-là, puisque c'est celle où on a le plus tendance à jouer avec la pile, puisque les deux joueurs vont se répondre avec des réactions. Donc là, il faut bien comprendre comment ça va fonctionner, parce qu'on a pu voir sur des games de calling streamés qu'il y avait des joueurs de Warrior, par exemple, qui n'avaient pas forcément bien intégré comment fonctionne la pile, et comment fonctionne surtout la priorité, et qui du coup se sont retrouvés le bec dans l'eau à pas pouvoir jouer toutes les réactions qu'ils avaient envie de jouer. Donc, maintenant que les blocs sont validés, on est en Reaction Step, enfin, que les blocs sont validés, qu'on a passé la priorité, on est en Reaction Step. À partir de là, on a le droit de jouer des réactions d'attaque pour le joueur attaquant, et des réactions de défense pour le joueur défenseur. Et on peut toujours, évidemment, jouer des instants. Les instantanés, ça se joue quand on veut, tant qu'on a la priorité. Mettons, le joueur actif a des attaques-réactions, et il en met une sur... Il a 2 attaques-réactions. Donc par exemple, on joue Dorin TA, on attaque avec notre Dawnblade, donc notre arme signature,
Et on a un Blade Flurry donc pour booster notre épée. Et on a une réaction qui donnerait Go Again à Dawnblade. Donc par exemple, Glint the Quicksilver. On a ces deux cartes là dans la main et en fait on aimerait jouer les deux parce qu'en fait on veut jouer notre Blade Flurry pour booster nos deux coups d'épée et on veut jouer notre Glint pour avoir le Go Again sur notre épée si notre adversaire n'a pas bloqué par exemple. Le truc c'est que si vous dites ok je mets Glint dans la pile, votre adversaire dit ok on résout et que là vous dites Glint est résolu, est-ce que tu as une défense réaction? Là, vous impliquez que vous passez la priorité à votre adversaire. Si votre adversaire vous dit alors non, je n'ai pas de défense réaction maintenant que Glint est résolu, eh bien là, en fait, on va passer à l'étape suivante parce qu'en fait, vous lui avez donné la priorité et comme vous puis votre adversaire avez passé successivement, on va enchaîner. Et là, vous n'avez pas le droit de mettre votre Blade Flurry. Parce qu'en fait, vous avez passé la priorité et votre adversaire l'a passé aussi. Donc en fait, et comme la pile est vide, on passe à l'étape suivante. Donc faut surtout pas faire ça. Et c'est un des trucs qu'on a pu voir pendant le calling à Sao Paulo. Donc faut surtout pas faire ça. Vous avez plusieurs options. Soit vous mettez toutes vos attaques réactions dans la pile en même temps, parce que tant que vous jouez, vous gardez la priorité. Donc vous dites, ok, je vais jouer Glint, et par-dessus, je vais jouer Blade Flurry. Et après, vous passez, votre adversaire joue des défenses réactions ou pas. De toute façon, il faut résoudre tous les layers. Donc les deux, la Blade Flurry, puis le Glint, ou dans l'autre sens, ça marche aussi. Enfin, vous faites comme vous voulez. Et à partir de là, une fois que les deux sont résolus, et que vous passez, et que votre adversaire passe, on passe à l'étape d'après. Donc là, vous pourrez faire votre tour comme vous aviez envie. Par contre, si votre adversaire, si vous voulez, vous pouvez dire bah je joue Glint the Quicksilver pour donner Go Again à ma Dawnblade, et là votre adversaire il dit ah bah en réponse à ton Glint, avant qu'il soit résolu, je vais jouer Sing Below. Ou même, enfin voilà, Sing Below. Bah là, comme votre adversaire a joué Sing Below, et que vous n'avez pas encore résolu votre Glint, vous récupérez la priorité, et là vous pouvez jouer Blade Flurry par-dessus, ou vous pouvez laisser résoudre le Sing Below, laisser résoudre votre Glint, et surtout vous ne dites pas est-ce que tu as une autre réaction, vous dites ok, la pile est vide, je récupère la priorité, je joue Blade Flurry, maintenant je tape à 5, toi tu bloques à 4, est-ce que tu as une réaction? Et là votre adversaire il dit ah mince non, et là on va voir ce qui s'ensuit. Mais surtout, lorsque la pile est vide, ne demandez pas à votre adversaire s'il a une réaction, parce que sinon ça implique que vous lui passez la priorité, et que s'il dit non, on passe à l'étape d'après. Mais vous avez le droit de résoudre toute la pile, de dire pile est vide, maintenant je vais jouer encore une réaction et de passer la priorité, mais surtout, voilà, ne faites pas l'erreur, on me l'a fait en ProQuest, alors voilà, c'était pas pour jouer une Lightning Press, mon adversaire m'a demandé si j'avais une réaction, j'ai dit non, et il a dit ah bah je veux jouer ma Lightning Press, j'ai dit bah non tu n'as pas le droit, enfin, tu n'aurais pas le droit, si on ne rembobinait pas tu n'aurais pas le droit parce que tu m'as passé la priorité, et que tu m'as demandé si j'avais une réaction et que je t'ai dit que j'en avais pas. On a rembobiné parce qu'il connaissait pas bien les règles et du coup il a pu jouer sa Lightning Press. Mais si on avait été en finale de Pro Tour, j'aurais pu lui dire bah non frérot, tu m'as passé la priorité. Voilà, par exemple. Voilà, donc il faut bien comprendre comment fonctionne le passage de priorité, de se dire ok, tant que je joue des trucs, je garde la priorité. Pour résoudre un de mes effets, je dois passer la priorité à mon adversaire. S'il me la passe, on résout le plus haut de la pile. Tant qu'il y a des trucs dans la pile, on peut passer tant que ça se résout. Par contre, quand la pile est vide, c'est moi qui dois parler en premier, mais si je ne joue pas ma réaction à pile vide, mon adversaire peut juste me dire ok c'est bon, le status quo me convient, on joue rien et on passe à la suite. Et à partir de là, si mon adversaire me dit non, je fais rien, je ne pourrai pas rejouer par-dessus. Voilà, c'est vraiment la petite subtilité à laquelle il faut bien faire attention quand on joue des classes qui jouent plein d'attaques-réactions comme Warrior, Assassin, ou des instants comme les persos Lightning, les Wizards et les choses comme ça. Une fois que toutes les réactions sont faites, qu'il n'y a plus rien à faire, que voilà, que tout est résolu et que les deux joueurs passent, il y a la damage step. La damage step commence, avant qu'il y ait priorité, par le calcul des dégâts qui doivent être assignés aux joueurs défenseurs. Donc là, tout simplement, on soustrait les points de défense aux points d'attaque de l'attaque, enfin les points de défense de tout ce qui bloque aux points d'attaque de l'attaque, et si ça fait plus que 0, eh bien, le joueur défenseur subit des dégâts. Et donc là, par exemple, si il y a des effets Onit, les effets Onit vont se déclencher et se mettre dans la pile. Les effets Onit passent par la pile, donc vous pouvez y répondre. Donc par exemple, quand votre adversaire joue CNC, Command & Conquer, vous pouvez prendre les dégâts de Command & Conquer, dire Command & Conquer met son effet Onit sur la pile, et là, moi, de mon arsenal, je vais jouer mon Sigil of Solace.
Comme ça, je gagne mes 3 points de vie et tu peux pas jouer de réaction puisque on est en damage step. Par exemple, voilà, ça permet d'attendre le dernier moment en fait pour jouer vos effets, vos instantanés. C'est pour ça que les instantanés sont aussi forts, c'est qu'ils ont vraiment énormément de fenêtres où on peut les intercaler ou les glisser pour passer au-dessus ou en dessous des attaques ou des défenses réactions. Et c'est vachement pratique. Parce que typiquement, si vous aviez joué, voilà, votre adversaire va peut-être jouer une réaction qu'il n'aurait pas joué s'il avait su que c'était Sigil of Solace dans votre arsenal, quoi. Voilà, vous avez l'idée. Donc on est en damage step, les dégâts ont été assignés, les effets on hit se mettent sur la pile, on les résout, il y a passage de priorité donc on peut les résoudre, on peut jouer des choses avant ou après. Quid de Lightning Press le CNC en damage step. Alors déjà CNC n'est pas une cible valide pour Lightning Press puisque ça coûte 2 et que Lightning Press ne peut cibler que les attaques qui coûtent 0 ou 1, mais imaginons que ce ne soit pas CNC mais Exude Confidence, encore une fois. Et bah si vous faites Lightning Press sur votre Exude Confidence en damage step, bah ça sert à rien parce que bah, les dégâts ont déjà été calculés, donc ça sert à rien, tout simplement. Voilà. Une fois que la priorité a été passée, on passe à l'étape suivante, c'est la Resolution Step. C'est l'étape où on valide si l'attaque a Go Again ou pas. C'est-à-dire que si votre attaque a Go Again au moment de la Resolution Step, vous gagnez un point d'action. Si vous n'avez pas Go Again à ce moment-là, donc il faut, si vous voulez donner Go Again avec un effet, par exemple instantané à votre attaque, il faut le faire en damage step, parce que c'est check avant que les joueurs aient la priorité. Au moment où on passe en resolution step, votre attaque doit avoir Go Again, si ce n'est pas le cas, vous n'aurez pas votre point d'action. Une fois que le Go Again est validé, le joueur actif gagne la priorité, et là, il y a un choix. Enfin, il y a un choix parmi deux options. Là, comme vous le voyez, on est ici, et là, il y a une petite flèche rouge. Donc en fait, en Resolution Step, c'est le moment où vous avez le droit, en tant que joueur actif et attaquant, de jouer une deuxième attaque, si vous avez votre point d'action. Et donc là, si vous jouez une deuxième attaque par-dessus, en Resolution Step, et bien là, on repasse en Layer Step directement, et on enchaîne avec un nouveau maillon qui va repasser par toutes ces étapes-là. Si vous ne jouez pas une attaque, que ce soit que vous passiez la priorité ou que vous jouiez... vous n'avez pas le droit de jouer une non-attaque, vous devez d'abord fermer la chaîne pour jouer une non-attaque. Mais en gros, si vous n'enchaînez pas avec une attaque, on va fermer la chaîne et passer en close step. La close step, en fait, c'est l'étape où donc la chaîne se ferme, donc on nettoie tout. On nettoie donc les attaques, les réactions, les défenses, machin. Donc on enlève tout, on met tout dans le cimetière. Et s'il y a des armures qui bloquent, il va y avoir leurs effets déclenchés à ce moment-là. Donc par exemple, le Battle Worn, l'effet de mettre un compteur dessus, ça se passe en close step. Donc le Temper, Battle Worn, Blade Break, tout ça, ce sont des effets déclenchés qui se passent pendant la close step. Et la particularité de la close step, c'est qu'il n'y a pas de priorité à ce moment-là. Donc en fait, juste vous résolvez les effets des armures qui se cassent ou qui s'abîment. Et puis, voilà. Si vous passez par la close step, eh bien on retourne au statut de base de l'action phase, qui est un statut de priorité, et là vous avez le droit par exemple de jouer des non-attaques actions, donc par exemple Sonata Arcanix, voilà, par exemple, ou Warmonger's Diplomacy, ou toutes ces choses-là. Vous devez obligatoirement fermer la chaîne si vous voulez jouer des actions qui ne sont pas des attaques. Et vous devez toujours avoir un point d'action pour jouer une action, évidemment. Voilà, voilà. C'est tout pour l'action phase. Ceci dit, donc voilà. Évidemment, pour passer à l'étape d'après, vous devez toujours passer la priorité à votre adversaire et valider qu'il n'a pas d'instantané à jouer pendant votre action phase. Et on passe ensuite à la phase d'après. Donc là, oui, pardon. Donc c'est voilà, c'est soit quand vous êtes en resolution step, soit vous passez à la deuxième layer step, soit vous passez en close step, donc vous fermez la chaîne. Et la layer step 2, c'est le maillon de chaîne suivant, tout simplement, donc c'est quand vous enchaînez vos attaques, sans clore la chaîne de combat. La end phase, qu'est-ce qui se passe? C'est le moment où vous allez avoir les effets déclenchés qui disent « At the beginning of your end phase », donc au début de votre étape de fin, en français. Donc par exemple, les tokens Ponder, les Valiant Dynamo, ou Arachni Marionnette, par exemple, si votre adversaire est marqué, vous avez un effet déclenché, qui est de
lancer un dé et de vous transformer en un agent parmi 6. Qu'est-ce qui caractérise la end phase? Faut pas confondre step et phase du coup. Les phases, c'est les grandes étapes, enfin c'est les grandes phases du tour, donc il y en a 3, et les steps, c'est les petites étapes dans la action phase. La end phase, il n'y a pas de passage de priorité, donc pareil que pour l'étape de début de tour, vous n'aurez pas l'occasion de jouer des instantanés, de jouer des cartes, d'activer des effets. C'est interdit, c'est pendant la end phase. Donc pas de priorité ici. Pas d'effet, vous n'avez pas le droit de jouer des effets. Premier truc qu'on fait, c'est on résout tous les effets déclenchés, donc par exemple Arachne, Valiant Dynamo, Ponder, dans l'ordre choisi, toujours par le joueur actif. Donc là, ce sont des triggers qui sont des effets déclenchés simultanés. Donc le joueur actif choisit l'ordre, donc c'est important par exemple quand vous avez un Ponder et un Bloodrot ou un Ponder et un Inertia en même temps, là il faut bien ordonner pour que ça vous arrange. Par exemple, c'est Ponder et Bloodrot, bah, vous préférez piocher d'abord pour voir si vous piochez une bleue. Si vous piochez une bleue, bah, vous pouvez payer le Bloodrot. Inversement, si vous avez Inertia, vous voulez résoudre Inertia d'abord, comme ça vous videz votre arsenal et votre main en espérant qu'il vous en reste pas d'abord, et ensuite vous résolvez le Ponder et oh, vous piochez une carte, mais Inertia il est plus là. Donc là, ça vous arrange bien. Voilà, faites bien attention à bien ordonner ça, par exemple quand vous jouez contre Azalea, ou quand vous jouez Assassin et que vous avez un Ponder, etc. Enfin, dans les classes où vous avez des tokens Ponder, tout simplement. Donc d'abord, voilà, on résout ça. Et comme dit, il n'y a pas de priorité, donc c'est juste on met tout en pile et on dépile dans l'ordre choisi par le joueur actif. Ensuite, les alliés sont soignés, si vous jouez une classe qui a des alliés, donc par exemple Illusionniste avec Prism. Si vos alliés ne sont pas entièrement kaput, qu'ils n'ont pas perdu tous leurs points de vie, eh bien ils sont soignés jusqu'à l'intégralité de leur point de vie. Et alors là je l'ai mis ici parce qu'on n'a pas encore eu la note de parution de la prochaine édition Aesis, mais dans Aesis il y a un nouveau système de règles qui arrive, qui est l'engagement et le dégagement de certaines cartes, comme sur Magic ou comme sur l'Orcana, enfin comme sur plein d'autres TCG, tout simplement, où en fait pour payer certains effets, vous allez devoir tourner sur le côté certaines de vos cartes, par exemple votre héros, donc comme ça vous pourrez l'activer qu'une seule fois par tour, et donc en end phase, vous allez redresser toutes vos cartes d'un coup en même temps. Donc là, moi je l'ai mis ici, mais peut-être ce sera après ou avant dans les étapes, mais ça je peux pas le savoir pour le moment, puisqu'on n'a pas eu la publication qui accompagne l'édition. Mais logiquement, ce sera par là. Donc voilà, vous soignez tous les alliés de tous les joueurs défenseurs et joueurs attaquants. Et enfin, vous redressez toutes vos cartes si vous jouez à Aesis, ou après Aesis. Le joueur actif a le choix d'arsenal s'il lui reste une carte dans la main ou plusieurs. Il peut en mettre une de son choix dans son arsenal. Les cartes qui ont été pitchées pendant le tour par les deux joueurs sont mises sous leur deck dans l'ordre de leur choix. Et enfin, les joueurs perdent leurs assets. Alors les assets, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les ressources que vous avez qui sont temporaires. Donc par exemple du pitch flottant. Si vous avez du pitch flottant, vous allez le perdre à ce moment-là. Si vous avez, je sais pas, des effets statiques aussi, ils vont disparaître à ce moment-là. Par exemple. Enfin, certains effets statiques qui disent jusqu'à la fin de votre tour, bah, ils s'arrêtent à ce moment-là. Donc vous perdez toutes les valeurs que vous aviez qui flottaient pendant votre tour. C'est là, elles disparaissent toutes. Et enfin, une fois que tout ça c'est fait, le joueur actif repioche jusqu'à son intellect, donc 4, sauf si vous jouez Datadol, vous avez 3, ou si vous êtes sous certains effets qui modifient votre intellect, et ben là vous ajustez, mais voilà. Donc généralement vous repiochez jusqu'à 4 cartes en main. Et voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir pour jouer très proprement et de façon carrée à Flesh and Blood. J'espère que ça vous aura plu YouTube. N'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce, à vous abonner et à venir nous voir sur les lives parce que ça nous fait trop plaisir d'avoir du monde dans le chat. Et on se retrouve à très bientôt sur Final Café. Bye bye!